Bonjour et bienvenue à toi, je suis Alexis Mbakop. Ici, nous parlons de diasporaphilisme, diaspora, un mouvement qui aborde de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Chers amis, je suis très enthousiaste parce que nous sommes à quelques jours de la mise en place du MID, le Mouvement international des diasporaphiles. C'est vraiment avec un cœur très joyeux que je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes commencent à rechercher qu'est-ce que c'est que le diasporaphilisme, qu'est-ce que c'est qu'un diasporaphile, et je veux établir en fait 3-4 vidéos qui vont être des tutos, des tutoriels pour vraiment donner au détail les définitions, les bases, les fondements, la vision du diasporaphilisme. Donc pour que ce soit mieux ingérable, je propose de faire en plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la définition et le constat concernant le diasporaphilisme. Si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur cette chaîne, bah, je t'invite à vraiment bien t'installer parce que tu vas avoir des informations précieuses et peut-être cela va réveiller en toi cet attrait que tu as par rapport à la diaspora. Tu as certainement fait le constat comme moi que la diaspora africaine, la diaspora des Caraïbes, Comores, Haïti, Madagascar, que cette diaspora-là ou Afrique continentale n'est pas assez valorisée. Donc j'ai reçu une vision claire par rapport au diasporaphilisme et chaque jour je m'attelle à travailler là-dessus et je crois vraiment que les personnes qui vont intégrer ce mouvement vont contribuer réellement à l'essor de la diaspora. Vous savez, le panafricanisme, il y a 200 ans maintenant, quand il naissait, il ne concernait qu'un groupe de personnes. On considérait au début le panafricanisme en fait comme un mouvement pour un groupe d'élite, une élite noire en fait qui parlait de façon intellectuelle du panafricanisme. Mais aujourd'hui, c'est devenu un mouvement populaire et tout le monde, comme moi, enfin toute la diaspora africaine comme moi, se réclame panafricaniste. Alors, je me suis posé la question, dans 20, 30, 50 ans, que fera la diaspora africaine? Comment est-ce qu'elle sera? Comment elle vivra? Quels seront ses besoins, ses tendances? Vers quoi elle ira? Et surtout, comment elle sera considérée dans la société? Est-ce qu'elle sera toujours dans l'état actuel? Est-ce qu'elle continuera à subir, à être sur des sujets de victimisation? Et là, je me suis dit, le diasporaphilisme, redonner de la vigueur, de la force, de l'ambition à cette diaspora pour que demain, elle soit cette diaspora forte, cette diaspora riche, cette diaspora qui influe là où elle se trouve et qui influe aussi au réel développement de l'Afrique. Regardez quelque chose, chers amis, la diaspora africaine aujourd'hui, elle est riche. La preuve, c'est qu'elle envoie sur le continent autant d'argent que les organismes internationaux peuvent envoyer pour le développement du continent. Mais seulement cet argent-là ne contribue pas réellement, ne développe pas le continent. Il se limite à la nutrition, à remplir son ventre. Pourquoi cela? Parce que nous manquons de relais. Nous manquons en fait de façon d'organiser l'argent qui est envoyé sur place. Et ça, ce sont des choses qu'il faudrait que nous prenions en main. Ce sont des choses qu'il faudrait que nous structurons, nous organisons pour que notre argent réellement apporte le développement. Et ça, c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que je vais vous expliquer alors en plusieurs vidéos, comme je disais. C'est parti pour les définitions, le constat, pour que ensemble, demain, nous puissions réellement impacter les sociétés où nous sommes et impacter le développement du continent africain. Le premier point, la diaspora. Qu'est-ce que c'est que la diaspora? Alors, je vais m'appuyer sur la définition de l'OCDE, qui est l'organisme de coopération et de développement économique. C'est un organisme qui est très peu connu, mais c'est lui qui recense en fait toute la population occidentale et donne les tendances sociétales de cette population-là.
Donc, l'OCDE définit la diaspora comme l'ensemble des personnes étrangères vivant de manière temporaire ou permanente à l'extérieur de leur pays de naissance. La diaspora que promeut le diasporaphilisme, donc nous allons avoir une définition plus particulière parce que celle-ci, elle est très large. La diaspora, c'est toute personne qui vivrait à l'étranger, à l'extérieur de son pays de naissance. Donc ça veut dire, selon l'OCDE, une personne qui est née dans un pays africain et qui va vivre dans un autre pays africain fait partie de la diaspora. En ce qui concerne le diasporaphilisme dans son état embryonnaire, donc dans cette phase de création, de naissance, nous allons nous atteler à la diaspora vivant en Occident. Donc la diaspora que promeut le diasporaphilisme est toute personne née en Afrique continentale ou Madagascar, Caraïbes, Haïti, les Comores et qui aurait immigré en Occident. L'Occident, c'est des pays tels que les États-Unis, le Canada, l'Europe, la Suisse, l'Australie. Donc, ce sont ces pays-là qui sont dits les pays occidentaux. La Grande-Bretagne également. Donc, toute personne qui aurait émigré de première ou de deuxième génération et qui serait venue s'installer dans les pays occidentaux font partie de la diaspora au sens du diasporaphilisme. Donc, cette population d'immigrés, en fait, dans le monde, ne cesse d'augmenter. Donc, ça devient un enjeu, un sujet vraiment majeur. Elle augmente beaucoup et elle est fortement corrélée à la croissance de la population mondiale. En effet, depuis les années 2000, le nombre d'habitants sur la Terre a augmenté d'1 milliard par décennie. Donc, tous les 10 ans, le nombre d'habitants sur la Terre augmente d'1 milliard. En 2000, nous étions 6 milliards de personnes sur la Terre. En 2010, 7 milliards. En 2020, 8 milliards. Et en 2030, nous serons 9 milliards, voire 10 milliards parce que ça augmente de façon exponentielle. Donc en 2030, nous serons près de 10 milliards de personnes sur la Terre. Et en face de cela, on a la population d'immigrés qui progresse aussi fortement. Donc la diaspora ne cesse de croître. Le nombre d'immigrés internationaux, lui, progresse. Lui, il a progressé de 173 millions en 2000, de 220 millions en 2010, c'est 27% de plus, et de 281 millions en 2020. Donc, tous les 10 ans, on a plus de 200 millions d'immigrés qui quittent leur pays de naissance. Et cela, ça concerne beaucoup les Africains. Donc, aujourd'hui, qu'en est-il de la diaspora africaine? Il est temps, chers amis, que nous puissions prendre en compte ces chiffres et considérer que nous sommes nombreux, bien que la diaspora africaine en Occident ne représente que 20% en réalité de la diaspora africaine dans son ensemble. C'est-à-dire que pour 100 personnes qui quittent leur pays d'origine en Afrique, 80 iront dans un autre pays africain et 20% viendront en Occident. Donc, dans le diasporaphilisme, nous allons nous occuper des 20% d'Africains venant ici en Occident. Ces 20% d'Africains venant ici en Occident, cela concerne à peu près 30 millions de personnes en 2022 où je vous parle. Dans ces 30 millions de personnes, plus les deuxièmes générations, on arrive à des chiffres beaucoup plus grands. Donc, il est nécessaire que cette diaspora soit organisée. Le diasporaphilisme, qu'est-ce que c'est? Donc, le diasporaphilisme est le mouvement international qui prône la grandeur de la diaspora en général et de la diaspora africaine en particulier. C'est un concept populaire qui vante et défend les intérêts socio-économiques de la diaspora africaine dans le monde. Donc, on parle ici d'un mouvement qui défend
les intérêts socio-économiques. Il ne s'agit pas du tout d'un mouvement racial, il ne s'agit pas du tout d'un mouvement concernant la peau noire, mais il s'agit d'un mouvement à intérêt social, c'est-à-dire promouvoir, apporter des améliorations pour que les personnes de la diaspora dans la société puissent progresser, évoluer, ne plus rester dans les mêmes petites cases, mais progresser dans leur façon de voir, dans leur façon, dans leurs ambitions sociétales, parce qu'il y a des places à prendre, il y a des rôles à jouer dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Des intérêts économiques, bien sûr que la diaspora a de l'argent. La diaspora consomme, la diaspora a des moyens. Donc, il est temps que nous puissions structurer la façon dont nous dépensons notre argent, la façon dont nous utilisons nos moyens. Cela est super important. Donc, le diasporaphilisme, c'est ça. C'est vanter et défendre, vanter les valeurs de la diaspora et défendre ses intérêts socio-économiques. Donc, comment est-ce qu'on appelle les partisans du diasporaphilisme? Eh bien, ce sont des diasporaphiles. Vous aurez remarqué, on a toujours le radical diaspora qui revient dans tous les termes. On est vraiment sur un ensemble autour de la diaspora. Donc, les diasporaphiles sont les personnes qui promeuvent le diasporaphilisme. Donc, est diasporaphile, toute personne manifestant un sentiment positif au diasporaphilisme. Toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quel que soit son sexe, quelles que soient ses tendances sociétales, quels que soient ses choix politiques, toute personne qui apprécie, respecte, encourage, aime la diaspora peut être considérée comme diasporaphile. Donc un diasporaphile, c'est bien ça. Il n'est pas du tout question ici d'un mouvement rassemblant des personnes de couleur noire. Il n'est pas du tout question ici de rassembler des personnes d'une certaine croyance ou d'une certaine pratique ou d'un certain parti politique. Mais il s'agit de rassembler des personnes qui ont un cœur pour la diaspora. Des personnes qui embrassent cette vision de se dire que c'est urgent que dans les 20, 30 prochaines années, la diaspora africaine puisse occuper les places dont elle mérite. Pourquoi la nécessité du diasporaphilisme? Donc, on va brosser rapidement le constat. Alors, en premier point du constat, nous allons voir le non-retour. Le non-retour. Effectivement, si vous êtes comme moi, la première génération à avoir quitté l'Afrique pour venir dans un pays occidental, que ce soit en France, en Allemagne, au Portugal, au Canada, quand on part du pays, eh ben, on a cette envie-là, on a ce projet d'aller se former et revenir assez rapidement. Et c'est ce qu'avaient les anciens immigrés, donc depuis les années 60, quand les immigrés venaient en Occident, ils se formaient assez rapidement pour aller contribuer au développement de l'Afrique. Ils se formaient et allaient voilà, dans les administrations, dans les usines, pour apporter leur savoir. Aujourd'hui, il s'avère que depuis les années 2000, eh ben, nous rentrons très peu. Nous retournons très peu et on observe, les chiffres montrent une cassure au niveau des années 94-95 suite à la dévaluation du franc CFA. Ben, les Africains retournent très peu sur le continent une fois ils ont immigré. Des années 60 jusque les années 90, eh ben, la durée du séjour était de 7 ans en moyenne en Occident. Donc, quand une personne partait, elle vivait en moyenne 7 ans. Donc, c'est vraiment le temps des études et puis de retourner. Et on a remarqué depuis les enquêtes des années 2000 montrent que ceux qui sont arrivés après 95 vivent bien plus longtemps en Occident. Ils restent bien plus longtemps. Donc, le séjour depuis les années 80, donc les années 80, est de 22 ans.
Donc, on est passé de 7 en moyenne à 22 ans en moyenne. Donc, ça veut dire que les personnes qui se préparent à quitter le continent ou qui sont nouvellement arrivées en Europe, dans un pays, enfin en Occident, arrivées dans un pays occidental, doivent prendre conscience qu'elles sont parties pour longtemps. En moyenne, 22 ans. Effectivement, vous me direz, oui, je connais quelqu'un qui n'est resté en Occident que 10 ans, puis est rentré. Oui, moi-même ou vous-même, peut-être vous n'êtes pas resté aussi longtemps en Occident, mais on parle ici de moyenne. D'expérience personnelle, j'ai plus de 80 personnes de ma famille qui sont ici en Occident, en Europe de façon générale. Eh bien, personne ne retourne. Et quand on parle du retour, on parle d'un retour définitif. On ne parle pas de retourner en vacances ou de retourner implémenter un petit business au pays. Non, on parle du retour. Le retour ici, c'est un déplacement de sa résidence fiscale. C'est-à-dire que si vous viviez en Allemagne, vous pliez bagages, vous retournez au pays. Et si vous revenez en Allemagne, c'est pour 2 semaines, 1 mois maximum. Vous n'avez plus d'activité là-bas. Votre activité principale est dans le pays d'origine. C'est de ce type de retour dont on parle. Et donc, ce type de retour, il n'est uniquement de 20%. Depuis les années 2000, uniquement 20% de la diaspora retourne sur le continent. 80% reste en Occident. Généralement, vous allez remarquer quand une personne arrive, si elle arrive en France ou en Allemagne, elle va faire 2-3 ans et après, elle va aller soit au Canada, soit changer de pays européen, mais pas retourner en Afrique. Donc, les personnes bougent, mais bougent toujours dans l'Occident. Donc, l'OCDE a la vision de tout cela. Ils ont estimé que, voilà, quand les personnes arrivent dans un pays en Europe, il y a 50% de chances qu'au bout de 5 ans, la personne bouge. Et quand la personne bouge au bout de 5 ans, c'est pour aller dans un autre pays de l'Occident toujours. Mais il n'y a que 20% qui se décident de quitter l'Occident pour retourner en Afrique ou dans leur pays d'origine. Donc, nous ne retournons plus. Donc, si nous restons en Europe pendant longtemps, si nous restons en Occident pendant longtemps, il faut absolument s'organiser pour avoir une vie de qualité, pour avoir une vie honorable. Et cela passe par le diasporaphilisme. Donc ça, c'est le premier point du constat, c'est le non-retour. Le deuxième point du constat, ça va être le manque d'organisation. Le manque d'organisation. Nous sommes très peu organisés. Donc, comme je disais, quand on part du pays, eh ben, on a cette idée-là de se dire on va revenir contribuer, on va revenir participer aux différentes problématiques sur le continent. À ce niveau-là, je pense, et c'est le constat qui est fait, nous sommes très peu informés, nous sommes très peu, en fait, alertés sur le fait que lorsqu'on part, il y a le risque qu'on reste pendant longtemps. Et on voit beaucoup de personnes dans la diaspora qui n'ont pas été préparées à cela. Beaucoup de personnes qui vivent des vies frustrées, des vies avec un sentiment d'échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elles arrivaient, elles rêvaient retourner, mais du fait que ce retour ne s'opère pas, elles ont en fait un sentiment d'échec. Et ça passe en fait par un manque d'organisation, un manque de structure d'information. Nous avons très peu d'informations pour savoir comment se passe la vie en Occident, comment se passe la vie lorsqu'on arrive ici en Occident. Et les autres communautés, ça l'ont organisé. Quand un Chinois décide, admettons, d'aller en Afrique, il sait déjà en fait combien de temps ça va lui prendre d'implémenter le business pour lequel il est venu. Pourquoi? Parce qu'il arrive en Afrique avec l'expérience des autres. Il arrive avec des écrits, il arrive avec des études qu'ont réalisé des compères qui ont réalisé le même parcours, le même chemin que lui. Nous, lorsqu'un Africain, un jeune Africain arrive ici en Occident, il arrive comme tombant sur la planète Mars, il doit tout redécouvrir, tout refaire, il ne sait pas où commencer, où ça va le mener, tout simplement parce que nous n'avons pas
structurer, industrialiser les informations. Et pour pouvoir le faire, ça demande une structuration. Donc, nous ne sommes pas organisés en termes de communication, en termes de partage d'informations, en termes de partage d'expériences, tout ce qui permet en fait à une communauté d'être tout de suite forte dans un pays lorsqu'elle arrive. Donc, nous ne sommes pas organisés, c'est le deuxième point qui amène de toute évidence à la mise en place du diasporaphilisme. Donc, le point 3 du constat va être de toute évidence la faiblesse de la diaspora du fait du manque d'organisation. De toute évidence, nous sommes faibles et la principale faiblesse de la diaspora, ça va être son manque de structure représentative. Il n'existe pas de structure qui recense, qui valorise les qualités, les compétences des diverses diasporas. Qui représente aujourd'hui la diaspora africaine, la diaspora noire, par exemple de France où je suis? Est-ce que c'est SOS Racisme? Est-ce que c'est le CRAN? Est-ce que ce sont ces associations qui luttent pour les droits, qui luttent pour la race noire? Est-ce que ce sont ces associations antiracistes qui représentent qui représentent la diaspora afro? Je ne pense pas, parce que notre principal problème n'est pas le racisme. Nous avons des problèmes sociétaux, nous avons des problèmes de finances, notamment comment remplir nos réfrigérateurs, comment s'en sortir socialement, comment prospérer dans les sociétés où nous sommes. Et ça, ce sont des sujets qui ne sont portés par aucune structure ici en France, en Europe et en Occident de façon générale. Cette faiblesse-là fait que nous sommes généralement pointés du doigt, nous sommes minimisés, nous sommes rabaissés et on peut facilement entendre ou dire que la diaspora africaine est la dernière. Pourtant, c'est faux. La diaspora africaine aujourd'hui ne sait pas quel est son potentiel, ne sait pas quelles sont ses forces, ses faiblesses, tout simplement parce que cela n'est pas recensé. La faiblesse de la diaspora africaine est manifestée aussi sur le plan de la société. On voit très peu d'afro de façon visible prospérer. On voit très peu de personnes ici en Occident avoir des entreprises qui pèsent, qui influent dans les communes, qui sont influentes dans les communes où ils sont. Je ne parle pas ici d'être directeur ou salarié dans une entreprise, occuper une haute fonctionnalité, mais je parle ici de créer d'entreprises, d'être vraiment le fondateur d'une grosse structure. Et même si ça existe, on ne les connaît pas. Combien de personnes vous connaissez qui sont vraiment influentes ici en Occident? Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais du fait que nous ne sommes pas structurés, du fait que nous ne sommes pas organisés, nous n'avons pas des éléments descriptifs de qui nous sommes. Il est nécessaire que nous puissions pallier à ces points de faiblesse pour faire passer des messages positifs, pour décrire qui nous sommes, pour montrer le réel visage de qui nous sommes. Tant que nous laisserons les autres expliquer, commenter et dire ce que nous faisons, ce sera forcément du négatif. C'est à nous d'expliquer nos valeurs, qui nous sommes, comment nous travaillons, ce que nous mettons en place, nos actions sociales pour que cela soit le plus embelli possible, pour que cela soit le plus favorable possible. Et c'est ça qui contribuera à changer en fait la perception de ce que nous sommes dans les sociétés dans lesquelles nous vivons actuellement. Donc, le diasporaphilisme, c'est vraiment une réponse à ce constat-là. Donc, quelle est la vision du diasporaphilisme? Quels sont les objectifs? Comment est-ce qu'il compte pallier à ces manques dans le constat? Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, dis-moi déjà en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses du diasporaphilisme? Te sens-tu diasporaphile? Donc, comme tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu sais ce que c'est qu'un diasporaphile? Est-ce que tu te sens diasporaphile? Est-ce que c'est un sujet qui te parle? Est-ce que c'est une cause pour laquelle
ton cœur vibre, alors dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Le train est en marche. Rejoins-nous maintenant que tu comprends un petit peu qu'est-ce que c'est. Parce que dans 20, 30, 40, 50 ans, que sera la diaspora africaine? On ne pourra plus se passer de ça. Et c'est pour ça que mon cœur vibre aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.